Bienvenue dans PAF, on va débattre de l'actualité de la semaine avec Sephora Namani, bonjour. Bonjour Patrice. Avec Mustapha Larbaoui, bonjour. Bonjour Patrice. Pharmacien à Trappes, président du Football Club de Trappes, est-ce besoin de le préciser? Non. Avec Jean-Luc Madec. Bonjour Patrice. Des Templiers. Ouais. Voilà, c'est un restaurant. Restaurant formidable. Ouais. Et Jean-Charles Lajoigny, éditeur, avec un nouveau livre que je n'ai pas encore lu, de Jérôme Zolma, En main propre, un roman, un polar. Voilà, un polar qui se passe maintenant et en Algérie en 62. D'accord. Ah oui, c'est le lien entre ce qui s'est passé en Algérie et exactement. des événements qui se passent maintenant. Voilà. Alors, on a un sommaire un peu chargé. On va parler évidemment des élections régionales, puisqu'il s'est passé quelque chose de nouveau avec la candidature de Claude Bartolone et sa passion de Mustapha, je crois. C'est un sujet essentiel pour moi. On peut parler des 3 ans de François Hollande, de la visite à Cuba, de la rencontre avec le leader Maximo. On peut parler aussi peut-être des quotas d'immigration. Est-ce qu'il faut des quotas ou pas des quotas? Mais je voudrais qu'on commence parce que vous avez assisté hier à la finale de la Champions League féminine PSG, que le PSG a perdu, les filles du PSG ont perdu. Vous vouliez dire un mot justement du football et notamment du football féminin, Mustapha? Alors j'y ai assisté, pour les téléspectateurs, j'ai assisté sur France 2. Oui. D'ailleurs, un coup de chapeau à France 2. Je voulais vous faire mousser, voilà, mais... pour Mustapha, ça, effectivement, ça... Voilà, c'était pour dire que j'y avais assisté sur France 2, pour commencer par dire à France 2 que c'était la première fois qu'on avait un match de ce rang, et surtout un match de football féminin. Je ne sais pas si ça a marché d'ailleurs. Alors, j'ai pas les audiences. J'ai pas les audiences. Simplement, quand les filles ont prétendu vouloir obtenir des primes de match, puisqu'on parlait de primes de 5 000 € par joueuse en cas de victoire, on a tout de suite fait le parallèle avec les 1 million d'euros de la Champions League. Simplement, ça aurait été 1 million pour les joueurs du PSG s'ils avaient gagné la Champions League. Ce qu'avait promis le président du PSG, et pour le même président du PSG avait promis 5 000 € pour les féminines. Donc il y a eu un peu le buzz sur cet événement. Simplement, c'est vrai que c'est souvent corrélé à l'audimat et à toute la pression publicitaire qu'il peut y avoir autour. Je serais curieux de savoir combien de téléspectateurs ont regardé le match. En tous les cas, moi, je l'ai regardé. Je crois qu'il l'ai regardé. n'y avait pas assez de gens pour regarder pour que ça déclenche l'audimat, en fait. C'est en Si, dessous non, du seuil. Il y a un seuil de tolérance. Il y a un facteur de curiosité. Est-ce que tu peux dire, Jean-Charles? Non, il y a un facteur de curiosité sur le football féminin qui est indéniable. Maintenant, vous ne pouvez pas dire, et la différence des primes s'explique par là, que ce que ça génère en publicité, en sponsoring, etc., est le même pour les hommes et pour les femmes. C'est ce que je viens de dire. Oui, mais c'est pour ça que les primes aussi sont différentes. C'est pas pour une question d'inégalité entre les hommes et les femmes, c'est parce que la différence est économique. Elle est pas, Patrice, c'est exactement sexuelle. ce que je viens de dire. C'est-à-dire que la polémique qui est née de cette différence de traitement n'était pas, pour moi, une polémique qui avait force sur l'égalité des sexes, d'accord. C'était justement parce qu'il n'y avait pas d'économie autour du football féminin comme il y a l'économie autour du football. Et c'est pour ça que j'étais intéressé d'avoir l'audimat. Mais je pense que ça va être de plus en plus grandissant de ce que j'ai vu hier. À chaque fois, ça marche bien, les matchs. Quand l'équipe de France a joué, ça avait fait des gros scores. Et de ce que aux États-Unis, ça marche très très bien parce que les joueuses sont de véritables bombes atomiques. Elles sont sponsorisées. Oui, non, mais je dis pas. Mais elles sont sponsorisées par Victoria's Secret, la marque de lingerie bien connue. Et après chaque but, elles enlèvent leur maillot. Parce que, alors effectivement, c'est quand même beaucoup plus sympathique. Bien, donc pour avoir regardé le match hier, Patrice, encore une fois, des joueuses de foot de grande expérience que j'ai vues. Mais ce que j'avais envie de dire, c'est que c'était à la fois... le problème, c'est que dès qu'on commence à parler de foot féminin, il faut qu'on fasse attention à ce qu'on va dire, parce que par définition, quoi que je dise, ça va être taxé. Au moins de sexisme. Et c'est en ça que je voudrais dire que j'ai regardé un bon match de foot. Je ne suis pas sexiste. Voilà, donc je commence par le dire. Mais... et j'ai vu un très bon match de football. Mais vraiment, avec un engagement des deux équipes. Suspense en plus. On ne peut pas dire que les Allemands de Dortmund étaient nettement supérieurs, puisque le Paris Saint-Germain a failli faire la différence. Malheureusement, ça s'est fait à la quasiment dernière minute. Donc pour dire qu'on avait assisté à un très beau match de foot. Et ce que je tiens à préciser également, c'est qu'il y a beaucoup de leçons à tirer également pour le football masculin. En ce sens où c'est très fluide, il y a très peu d'arrêts de jeu. Et en même temps, peu de contestations. Très peu de protestations, très peu d'arrêts de jeu. Pourtant, c'est assez, on va dire, virileux. Physique. Et en même temps, c'est très propre en ce sens où
On voit bien qu'ils sont confrontés autour du foot, autour du ballon, et il n'y a pas un problème de personne. Donc il n'y a pas de rivalité à chaque fois quand il y a des confrontations, quand il y a des duels. Au football, on aime les duels parce que c'est là que ça se passe. Finalement, la rivalité se passe dans des duels autour d'un ballon. Avec les féminines, on sent la rivalité sur le ballon, dans le duel footballistique, mais pas du tout de rapport aux coéquipières, voire aux concurrentes. Et là, je pense qu'on a vraiment des choses à apprendre. C'est la raison pour laquelle je prône le football au féminin dans les clubs, parce qu'on a tous à y gagner. Vous avez une équipe Alors, on a un embryon d'équipe. Simplement, on n'avait pas de terrain jusqu'à maintenant. Donc, je l'annonce, c'est pour cette année. On devrait avoir un terrain de football pour le mois de septembre. Ça se joue sur le même terrain, ça ne se joue pas en même temps. Et en même temps, ça nécessite une logistique tout simplement. Et comme on a très très peu de terrain pour plus de 1000 licenciés, je le précise encore aux téléspectateurs qui nous regardent, il a fallu attendre un terrain pour le dédier d'abord aux féminines pour l'organisation. Et on y mettra bien évidemment les garçons ensuite. C'est quand même un football un peu plus lent que le football professionnel. J'ai pas eu le sentiment d'une lenteur quelconque. C'est juste qu'au contraire, c'est beaucoup plus fluide et il y a très peu d'arrêts de jeu. Plus lent, j'ai pas eu ce sentiment en le regardant. J'ai eu ce sentiment-là, mais bon, vous avez regardé, c'est vraiment Non, j'ai pas regardé, mais j'en ai regardé d'autres et je trouve ça pas moins attractif. Même, j'aurais tendance à regarder plus volontiers en football féminin. Je trouve que c'est plus réfléchi, plus propre, plus tactique. Il y a moins d'ego en jeu. Et non, je pense que c'est vraiment le football de demain. Alors voilà, Jean-Luc. Alors sur le plan technique, moi je suis effectivement Sephora dans son analyse, mais je ne suis pas un grand technicien. Sur le plan esthétique, le beach volley féminin m'intéresse plus. Mais c'est vrai que après, si par exemple Roland Garros transmettait que les matchs féminins, il y aurait probablement moins d'audience, non ? Probablement, bien sûr. Mais cela étant, un bémol, pour le coup, Sephora, c'est que là, on parle football. Pour avoir regardé le Real Madrid oui, mais et Barça la même semaine, Juve Real. Sur la stratégie, il y a beaucoup quand même à faire. C'est quand même, deux choses différentes. C'est très fluide, mais on n'y voit pas toutes ces stratégies qui sont menées réellement avec des attaques en zone, avec des déplacements dans les intervalles. On voit bien que, par exemple, le Barça, à ce niveau-là, a vraiment beaucoup de choses à faire passer, mais dans le football en général, qu'il soit masculin ou féminin. Donc, j'irai pas jusqu'à dire que. Non, là, c'était souvent des balles qui partaient de derrière, qu'on lance devant. Il y a une expertise de longue date, il y a des enseignements de longue date. Le football féminin, amorce. Mais en tout cas, c'est un début, et c'est un début prometteur, absolument. Probablement. On a fini là-dessus. Peut-être qu'on peut parler, alors dans d'autres sujets qui vous passionnent, c'est les élections régionales. Je prends la parole. Non, parce qu'on a assisté quand même à quelque chose d'assez extraordinaire, c'est-à-dire qu'il y avait deux candidats pour le Parti socialiste, qui étaient Jean-Paul Huchon, le candidat sortant, et Marie-Pierre de la Gontrie, qui était la première vice-présidente du Conseil régional, qui étaient tous les deux voués à faire une primaire. Et puis Claude Barthelone est arrivé là-dessus, président de l'Assemblée, a dit je vais vous mettre tout le monde d'accord et je vais me présenter. Au début, Jean-Paul Huchon a fait une interview dans Le Monde qui est assez sidérante, où il dit « on n'est pas question, je ne me retirerai pas ». Il laisse entendre, sauf si on me donne quelque chose, et tout d'un coup, il se retire. Je ne sais pas comment on peut analyser ça. Est-ce que c'est pas quand même la vieille politique, on n'aimerait plus de la voir. On lui a, semble-t-il, donné ce qu'il avait demandé. Ouais. C'est plutôt... On va voir, on va bien voir. S'il est nommé à la présidence du Conseil économique et social. Si on regarde l'ensemble des articles liés à cette affaire, on voit bien que M. Huchon a obtenu satisfaction sur la totalité des demandes qu'il avait faites. L'une d'entre elles, d'ailleurs, était de payer les avocats qui continuent de le défendre dans une affaire pas très propre. Et donc, il faut lire la presse, toute la presse. Et donc, évidemment, que quand on a un peu d'informations, on se rend compte que M. Huchon a eu satisfaction dans la totalité de ses demandes, d'où son retrait au profit de M. Barthelone. En même temps, M. Huchon était une personnalité usée. 3 mandats. Bien sûr, ça use, et en plus avec des résultats sur le plan régional qui ne sont pas probants. Par conséquent, il était temps de changer de personnalité. La vice-présidente n'avait pas probablement le charisme et l'envergure utile à pouvoir prétendre
gagné contre Valérie Pécresse. Donc il fallait un gros calibre. On est allé chercher Barthelone qui a accepté. Voilà. Point. Mais enfin, c'est assez terrible, parce que cette politique-là, c'est précisément celle que rejettent tous les Français. Absolument. Et non, c'est ça qui peut-être... Jean-Charles ? Oui, moi je trouve ça effectivement un peu curieux. Et d'abord, la première chose que je trouve étonnante, c'est qu'on abandonne la présidence de la... Enfin, qu'on imagine que Barthelone abandonnerait, si jamais il était élu, la présidence de l'Assemblée nationale, qui est quand même un poste où on est le deuxième ou troisième personnage de l'État pour diriger la région, et c'est très bien de diriger la région. Mais donc je trouve ça un peu troublant, parce que c'est quand même un poste merveilleux. Et puis ensuite, ce qui m'inquiète, et c'est là où je rejoins un petit peu notre ami là, sur la politique à l'ancienne, c'est que, si j'ai bien compris, il n'a pas annoncé qui quitterait l'Assemblée nationale quoi qu'il se passe. Non, il quitte l'Assemblée nationale s'il est élu. S'il est élu. Mais s'il n'est pas élu, il va rester... Il garde l'Assemblée nationale, quand même, pas fou. Ce que je trouve quand même assez curieux d'être président de l'Assemblée nationale, de se présenter au suffrage universel, et puis finalement, éventuellement d'être battu, de dire bon, je suis battu, je reste finalement c'est vrai. C'est assez incroyable. Mais c'est tout ce qui se passe, c'est incroyable. De baronnie, c'est absolument affligeant. C'est assez faramineux. Non, je m'inscris dans la réflexion commune. Je n'ai pas grand-chose à rajouter pour le coup. Rien de nouveau, c'est ça, rien de surprenant, ni dans un sens ni dans l'autre. C'est vrai que c'est encore les états-majors qui décident entre eux, avec le président de la République, puisque on a appris que Jean-Paul Chausse serait reçu par François Hollande. Et donc, on va voir. Parce qu'il y avait deux choses qui demandaient. Je crois que c'est soit la présidence du Conseil économique et social, soit de devenir ministre. Donc, quand je disais on verra bien s'il y a eu un échange. Parce que François Hollande avait quand même dit moi, président, je ne me mêlerai pas du tout de ces trucs. Il s'en est mêlé directement, quand même. Je pense qu'on ne peut pas dire. Enfin, on ne peut pas ne pas s'en mêler quand on est président. Non, mais bien évidemment, c'est normal qu'il s'en mêle. Ce qui était anormal, c'est qu'il ose faire croire qu'il ne s'en mêlerait pas. Peut-être qu'il espérait ne pas avoir à s'en mêler. Et ça, d'une part. Moustapha ? Non, Pardon. Et je trouve ça vraiment troublant. Mais l'autre fait un peu curieux, c'est que à gauche, c'est juste une question de personne. C'est-à-dire que ce matin, on a entendu encore Barthelone s'exprimer, etc. À aucun moment, il y a une sorte de révolution en disant, voilà, on change d'époque, on va faire ça, et on propose de faire ça. Non, c'est juste de dire, effectivement, Huchon est peut-être usé, alors on le change, il s'engueule avec sa première vice-présidente. Moi, j'arrive, mais en fait, ils vont faire la même chose. Donc, je ne sais pas si c'est bien ou pas bien. Pour l'instant, ils n'en sont pas au programme. Ils sont à dire si on veut gagner, il faut qu'on récupère les écolos, le front de gauche, les contestataires du PS, et voilà. Mais ce serait bien que pour faire de la politique, à gauche comme à droite, on finisse par se dire que ce serait bien d'abord d'avoir un programme avant juste de dire on change tel pion, celui-là a une tête plus sympathique, celle-là s'engueule avec... Avant de donner la parole à Moustapha, est-ce que vous ne trouvez pas juste décevant, parce que Huchon, c'était quand même le bras droit de Michel Rocard pendant des années. C'est-à-dire que ça a incarné justement une morale, une autre façon, la deuxième gauche, une autre façon de faire de la politique. Barthelone, il a quasiment aidé à tuer tous les rocardiens. Oui. Et donc là, c'était le porte-flingue de Fabius pendant très longtemps. Et donc là, il achève le boulot, même si effectivement Huchon était plus rocardien depuis longtemps. Mais enfin là, s'il restait un soupçon de rocardisme dans les Yvelines, là, c'est fini. Pardon, Moustapha. Non, moi, de toute façon, il est clair que Turin n'a aucune chance contre Barthelone. Pardon, Barcelone n'a aucune chance contre Pécresse. Le match au sommet aura lieu de toute façon. Non, on voit bien qu'à un moment donné, ça sera qu'au mois de décembre. On se retrouve quand même avec ce type de pointure. Pécresse à droite, c'est également un problème de personne, puisqu'après tout, ils ont fait leur sélection avant même de présenter le programme. À droite, à gauche, de la même façon. Cela étant, on le retrouve également dans tous les états-majors, aussi bien dans nos communes. On prend la commune de Trappes, par exemple. On voit bien qui est arrivé à un moment donné pour s'implanter à Trappes. On voit bien que les états-majors s'en mêlent également. C'est vrai pour les départementales, c'est vrai pour les régionales. Donc on a l'air de s'en étonner aussi. Simplement, c'est effectivement comme ça que ça se pratique. Et à partir du moment où il y a quelques personnes qui peuvent émerger, moi je le sens, en tous les cas, par exemple sur une commune comme Trappes, encore une fois. On sent bien qu'il y a des gens qui ont envie de faire changer la société, qui ont envie de dire j'ai probablement un message à faire passer, j'ai même une équipe en place qui pourrait travailler, mais on voit bien qu'on est face à un obstacle qui est celui de la mise en place des états-majors, qui n'hésitent pas en pré-élection et même avant les élections à flinguer toutes les têtes qui veulent bien émerger. Et ça, c'est des discours que j'ai dans pratiquement toutes les communes où j'ai pu exercer en qualité de président du club de foot. Et on voit bien que c'est assez on va dire,
déstructurant la manière dont ça se pratique, effectivement. Et des gens qui veulent, probablement, et décourageant pour les gens qui ont des bonnes volontés. Mais c'est très insidieux, c'est très... voilà, je ne vais pas apporter ici des preuves de ce que j'avance, mais c'est vrai que quand il y a un état-major qui se met en place, qu'il soit de droite ou de gauche, ça se passe avec le Parti socialiste, avec l'UMP. C'est la raison pour laquelle j'ai toujours prôné pour l'UMPS, comme vous le savez. Et probablement que dans l'UMPS, on aurait pu faire émerger en plus des gens qui ne seraient pas issus des deux bords. Mais voilà, maintenant on n'ira pas, puisque Sarkozy a trouvé le moyen d'éviter le piège de l'UMPS en allant chercher un titre différent. Oui. Mais tu parlais d'hommes tout à l'heure, de la même façon à droite, on parle de Sarkozy et point à la ligne. À la région, on va parler maintenant de Pécresse. On va parler de Pécresse dans un instant. Il y a un et on se répartit également les places, c'est une Profillon, on le sait. Donc on voit bien qu'il y a aussi ce jeu dans les deux camps. Et cette bonne guerre. Simplement, je voudrais qu'on parle de tous ces gens, de la société civile dont tu parles souvent autour de cette table avec brio. Que tu dises autre chose. Non, bien sûr. Moi, je t'écoute les corps intermédiaires. Les corps intermédiaires. Les faire émerger. Mais si. Bon, c'est juste que. Mais je suis ravi que ça prenne finalement un peu de profondeur, tout ça. Jean-Luc, je suis en train de convaincre d'avoir un adhérent. J'ai l'impression, oui. Mais je fais partie de cela, et tu le sais. Et c'est très compliqué. On dirait les petits vieux. Cela étant, Moustapha, les gens votent, mais probablement c'est que maintenant les gens s'abstiennent aussi. Alors peut-être que l'abstention est le très, j'ai envie de dire, le dénominateur commun. Le dénominateur commun de si je peux finir. Le dénominateur commun des abstentionnistes, ça serait bien cette idée que effectivement ce sont les partis avec très peu de gens qui font la cartographie électorale. On recevra un représentant d'un nouveau parti la semaine prochaine, donc on en parlera peut-être avec lui. Il y a un nom que vous n'avez pas prononcé, mais puisque vous pouvez parler de Trappes, c'est Hamon. Parce que Hamon, à un moment, on a parlé de lui que pour prendre la tête de la liste des régionales, ce qui était assez curieux pour quelqu'un qui avait quand même démissionné avec fracas, enfin qui avait été mis dehors du gouvernement avec fracas. Mais enfin, voilà, c'est fait partie. De la même façon, Benoît Hamon, effectivement, est arrivé sur la commune de Trappes. Il a pris la députation. De la même façon, il est arrivé et tout le monde s'est demandé mais pourquoi faire pour être député, certes, on l'a vu, probablement pour la mairie de Trappes, mais on avait pensé à l'Île-de-France. Je ne sais pas, je ne les suis pas de l'intérieur. Alors Jean-Charles, qu'est-ce que tu en penses? On va peut-être parler parce qu'il y a donc Barthelone à gauche, Valérie Pécresse à droite, Valérie Pécresse qui a lancé sa campagne. On regarde et puis on en parle juste après. Je propose que ce mois de mai soit consacré à ce qu'on prenne bien conscience qu'en 17 ans, les comptes qu'ils ont à rendre aux Franciliens sont mauvais. Mais là, vous prenez de l'avance sur le PS. Et je les oblige surtout à essayer de faire le bilan de la façon dont ils ont géré 11,5 milliards d'euros d'argent public. Voilà, Valérie Pécresse qui a fait des déclarations. Elle a dit qu'elle ne voulait pas remettre en cause, par exemple, la carte Navigo et qu'elle allait financer tout ça en supprimant les 75% de réduction aux étrangers en situation irrégulière. Je ne suis pas sûr que ça suffise à financer tout ça, mais enfin, non. Tu me regardes, mais je suis tout à fait réglo, moi. Elle devrait quand même dire aux Franciliens et à la France entière que l'Île-de-France est la première région économique de France, que c'est un budget colossal et qu'à l'intérieur de ce budget, effectivement, il y a des répartitions qui ne favorisent pas le développement économique de l'Île-de-France. J'en prends un en particulier, qui est ce qu'on appelle le commerce digital. C'est, dans le domaine du commerce, une révolution qui est en train de se faire aujourd'hui devant nous, sans qu'on se rende compte, d'ailleurs, des conséquences que ça aura. On en parle de temps en temps sur l'emploi, sur l'économie, sur l'organisation même d'une région et d'un pays. Et là, personne ne prend la mesure de cette situation. Je trouve qu'il est important de parler de transport. En Île-de-France, on est en retard. De parler de tourisme, de parler d'emploi, de parler de formation, de parler de culture. Mais on ne parle pas de commerce digital. C'est très grave parce que de toute façon, l'Île-de-France va être par nature la locomotive dans cette révolution. Sur le fait aussi qu'elle veuille déménager, vous avez vu qu'elle veut déménager, elle ne veut plus être à Paris, elle veut plus que ça se comprend. Elle dit que c'est moins cher en banlieue. Où va-t-elle aller? À l'est, à l'ouest, au nord aussi? Elle dit que c'est moins cher en banlieue, ça dépend quelle banlieue. Si c'est à Neuilly, c'est cependant, moi, je connais le locaux du conseil régional à Paris. Je peux vous dire que c'est effectivement un luxe inouï et qu'il est grand temps de. Si. Oh là là, je fréquente ces bureaux-là assez fréquemment et je peux vous assurer qu'on y vit dans un confort tout à fait inadapté à la situation dans laquelle se trouve notre pays aujourd'hui.
Puisqu'on parlait de trappe, Moustapha, je voudrais peut-être qu'on revienne sur l'affaire Moussa, enfin la mort de ce jeune garçon. C'est quoi l'état d'esprit aujourd'hui, puisque vous vivez à Trappes? Est-ce que c'est une guerre entre quartiers, c'est contre bandes, c'est quoi exactement? Alors, l'affaire Moussa, c'est jamais que la partie immergée de l'iceberg, puisque c'est un événement, c'est une déflagration qu'on a tous, pour le coup, subi aussi, puisque ce mort intervient sur un fond de bande rivale, sur un fond de rivalité de cité, qui est là depuis maintenant quelques années. Tout le monde le sait, je crois qu'il faut commencer par le dire. Ce qui est arrivé, personne ne l'aurait imaginé, mais on aurait pu au moins éviter certaines choses qui a amené à ce décès. Tout le monde le sait. Tout le monde sait que les cités de Trappes sont entrées en rivalité. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que c'est pour le coup pas une balle perdue, parce qu'il y a eu quand même une intention. On a bien vu que c'était une voiture qui s'est positionnée face à un groupe et qui a tiré. Donc c'est quand même, ça reste un message. Ça reste délibéré et ça reste un message, comme tu dis. C'est pas une balle simplement. Une balle perdue, c'est pas tiré au hasard. On tire au hasard. Voilà. Donc là, il y a un vrai message. Simplement, ce message, c'est aussi que, en tous les cas, moi, celui que je lance, c'est qu'il se passe des choses sur la ville de Trappes, mais que ça reste quand même, je tiens à le dire, j'y vis, tu le disais. C'est quoi la mentalité des habitants? Est-ce qu'ils ont peur? On a parlé de guerre, à un moment donné autour de cette table, on a parlé de guerre, j'ai parlé de guerre éventuellement de clans ou de guerre de cités. Cela étant, il y a un mot qui ne revient pas assez souvent quand on parle des quartiers, c'est la paix qui y règne. Et pour marquer les esprits, j'ai envie de dire que la majorité des gens qui y vivent mériteraient le prix Nobel de la paix, en restant dans une situation comme celle-là, aussi tendue, aussi effroyable, mais qui vivent dans ces quartiers, qui vivent dans ces HLM. Moi, je suis allé voir la famille Moussa longtemps après que tout le monde soit parti, parce qu'on est allé témoigner pour le club de foot, mais on est allé voir également Daouda, c'est-à-dire qu'on parle de la victime qui a pris une balle. On ne parle plus du tout de Daouda qui a pris une balle dans la jambe. On ne parle pas non plus des dizaines de personnes qui ont entendu, eux, la déflagration physiquement. Moi, je parle de déflagration, j'ai presque envie de dire, de déflagration politique. Mais tous ces gens-là ont été meurtris, ont été frappés dans leur chair. Une balle qui l'a tué, un dans la jambe, et d'autres qui ont assisté à la scène et qui ont vu le gamin tomber. Mais tous les gens qui vivent dans ces cités, ils y vivent avant l'événement, ils y vivent après, et ils vivent dans une tolérance, dans un climat de paix, dans un apaisement où tout le monde appelle à l'apaisement. D'ailleurs, le père qui est intervenu pour appeler à l'apaisement, le père de Daouda, cette fois-ci, qui appelle à l'apaisement, a été d'une dignité absolument remarquable. La marche qui a été engagée pour témoigner, en tous les cas, à la famille, le soutien à la famille, était d'une dignité absolue. Mais c'est vrai que le problème demeure. C'est-à-dire que Moussa est mort, il est une victime collatérale, non pas d'une balle perdue, mais d'un message. Simplement, le problème demeure. Et qu'est-ce qu'on fait? Et là, je fais un appel, encore une fois, et un appel que je voudrais même officialiser sous forme d'une association ou peut-être même d'un appel tout court. C'est-à-dire, je pense que nous, les présidents, en tous les cas passionnés par l'éducation et le loisir dans les cités, il faudrait qu'on soit un peu plus entendus. Ça coûterait beaucoup moins cher être entendu, parce que je prends le club de foot, on est totalement épargné par cette violence. Oui, parce que à l'intérieur, c'est complètement entremêlé. Les quartiers dont on parle, Patrice, le quartier où est mort Moussa. Moussa était un joueur du club. Daouda est un joueur du club. Mais ceux qui habitent dans le quartier, entre guillemets, rival, les deux quartiers ont leurs amis dans les autres quartiers, donc c'est complètement interconnecté, c'est entremêlé, et pourtant on est épargné au club de foot. Pourquoi? Parce que vous avez des joueurs des deux quartiers. Pardon? Vous avez des joueurs des deux quartiers. Plus de 1000 adhérents sur la commune de Trappes. Il n'y a pratiquement pas un gamin qui ne joue pas au club, et on est totalement épargné. Pourquoi? Parce que l'objet foot fait son boulot, les éducateurs font leur boulot, et quand je disais la dernière fois que les éducateurs étaient payés, on prenait quasiment 50 centimes pour s'occuper du football à Trappes, et que les éducateurs étaient payés quasiment 200-300 euros de dédommagement. Quand je vous disais qu'ils faisaient leur travail sur le terrain, mais qu'en plus ils étaient dans les quartiers, il faut savoir qu'ils sont dans les quartiers encore maintenant, avant et après ces événements. Et ils continuent à faire ce travail. Et on n'est pas forcément écoutés.
Je lance donc un appel, en plus, malheureusement, voire un appel à toutes les associations de trappe. Puisque se regrouper. Voilà, donc je lance justement ce fameux appel. Comment ça se fait qu'on ne vous entende pas plus? Parce que, évidemment, vous et d'autres faites un boulot formidable là-dessus. Alors, on est entendu surtout sur TV Film, puisque c'est souvent que je viens sur cette antenne. Non, mais on a parlé de vous sur TF1, on a parlé de vous dans l'Obs, etc. Enfin, il y a des médias nationaux aussi qui ont parlé de ça. Mais comment ça se fait que les gens qui devraient vous écouter, ne vous écoutent pas plus? Je n'ai pas la réponse. Je ne parle pas de vous personnellement. Non, pas moi personnellement. Je parle de tous les associatifs. Ouais. Je lance donc un collectif qu'on va appeler Appel. Donc, j'ai envie de dire, c'est l'appel des présidents passionnés par l'éducation et le loisir. Et on sait très bien que l'éducation passe par le loisir et que le loisir ne doit pas être simplement un loisir dans lequel on met de l'argent et on n'entretient pas ce fait fédérateur, ce fait éducatif. Cet appel que je le lance à tous les présidents d'associations, que ce soit de la culture ou du sport. Et quand je parle avec tous ces présidents, je me rends compte qu'effectivement, isolément, ils essayent de faire des choses, ils ne sont pas forcément entendus. Alors, on va probablement se regrouper et j'espère qu'on sera retenu parce que l'idée, c'est que si un gamin quitte une structure, la mienne ou une autre structure, qu'il ne se déstructure pas. Et on a parlé ici autour de cette table des gens qui sont partis déstructurés par le biais d'Internet, qui se sont retrouvés perdus dans des contrées lointaines. La déstructuration de l'enfant, c'est souvent le fait qu'il ait quitté une structure, que ce soit celle du foot, que ce soit celle d'associations culturelles ou sportives. Et donc, mon appel, il est là. C'est créons un maillage d'associations, donc des présidents passionnés par l'éducation et le loisir. Et là, je lance un appel, comme tu sais si bien le faire, Jean-Luc, à cette mobilisation des présidents, aussi pour être entendus. Donc, on ne va pas faire contre qui que ce soit, mais on va faire pour la population, pour les enfants, et faire en sorte que des enfants qui quittent une structure ne se déstructurent pas et se retrouvent accompagnés. L'éducation au cœur de la société, je pense que c'est extrêmement important. Mais l'éducation, c'est aussi la capacité de pouvoir instruire nos jeunes, filles et garçons, à ouvrir les bras, à tendre la main. Or là, ce que dit Mustapha est extrêmement passionnant et très grave parce qu'en fait, on n'a rien désamorcé. Non. Il y a un message lancé par un clan, il y aura un message lancé par l'autre. Hélas, on sait bien que c'est inévitable. Donc, vite, remettre l'éducation, la culture, l'ouverture, tendre la main, ouvrir les bras au cœur de ces sociétés qui sont aujourd'hui malheureusement largement manipulées. J'ai même entendu, j'en ai parlé avec Mustapha, des gens du quartier Albert Camus, puisque c'est de là dont il s'agit, qui disent « mais de toute façon, ils nous ont mis ça parce qu'ils veulent nous mettre dehors, ils veulent raser ce quartier pour faire autre chose ». Et donc, les gens aujourd'hui, malheureusement, au quotidien, depuis la date de l'assassinat de ce jeune garçon, vivent dans la peur. Voilà, c'est pour ça que je tiens quand même à insister pour dire que les gens de Trappes y habitent au quotidien et vraiment, si le prix Nobel de la paix pouvait être donné à chacun d'entre eux pour y vivre et maintenir ce climat. Il faudrait porter la candidature, ça serait bien. En tous les cas, porter la commune de Trappes à la candidature. Vous annoncez la création de cet appel association des présidents passionnés par l'éducation et les loisirs. Je suis passionné par l'histoire aussi, donc le clin d'œil, ça sera probablement pour le 18 juin. 18 juin. Voilà. Formidable. Et j'espère que TV Film participera à cet appel. Est-ce que Guy Malandin est acteur avec toi? Moi, j'ai fait un SMS pour prévenir tout le monde. Vous demandez. À Benoît Hamon, à l'Irabet, au maire, à Forgous. Il faut être président de quelque chose. Oui. Est-ce que c'est ouvert à tous les gens de bonne volonté en dehors de... Alors, si. Je ne voulais pas monopoliser la parole sur ce sujet, mais c'est passionnant. Pour le coup, voilà, ça reste un symbole. C'est une liste que je voudrais ouvrir, un espèce de collectif, parce que l'association, c'est encore un président, un secrétaire, une ligne politique, etc. Donc c'est plutôt, nous rassemblons-nous de façon. C'est rassembler les associations, quoi. Alors l'appel, c'est le titre de l'appel du 18 juin pour une résistance à ces malheurs, une résistance à tout ce qu'on peut offrir, et puis aussi. Patrice, je dis que ce n'est pas contre quelqu'un, mais c'est pour. Mais il y a aussi possibilité de passer au travers des fonds, pour le coup, des fonds publics, parce que tous les fonds publics sont en baisse. La CASKI vient de baisser de 30% et n'est pas de la compétence de la CASKI pour donner des fonds au club de foot, par exemple. Donc on a des subventions qui baissent pour toutes les associations. Moi, je ne vais pas attendre de ne plus avoir de fonds de la collectivité. Donc il va bien falloir qu'on passe également par les fonds privés. Et le privé, je pense qu'il y a un discours à leur offrir. Et le fait de créer des collectifs pour aller chercher également des fonds et pour les faire participer, allez, on va dire en qualité d'entreprise citoyenne, mais
c'est un peu galvaudé maintenant. Mais l'idée, c'est de faire participer aussi l'entreprise, qui participe déjà beaucoup à la collectivité. C'est pas Jean-Luc qui me dira qu'il participe pas par le biais des taxes, de la TVA et toutes les charges qui pèsent sur les entreprises, mais ça serait une manière détournée de faire en sorte qu'on sache où vont nos taxes. C'est-à-dire que quand tu ne payes pas la TVA et quand tu ne payes pas l'impôt, en le donnant aux associations, par définition, tu peux participer à une vie collective sans passer par le principe des charges. Je prône donc l'appel à l'association des présidents passionnés parce que je voudrais faire appel à des structures. Mais globalement, si le basket est là, si Déclic Théâtre est là, si Black Blamber est là, si les grosses structures de sport et de culture sont là, mais également les locataires de Trappes sont là, alors ça fera probablement la totalité de la commune. Mais encore une fois, il y a des économies d'échelle à faire. Il y a des choses qui sont saupoudrées. On peut trouver des économies d'échelle à faire. Par exemple, j'ai des moyens pour le club de foot que je peux mettre à la disposition d'autres clubs. Donc, des économies d'échelle. Si on fait jouer les filles, c'est moins cher au football que les joueurs. Et on pourra accéder à des économies. Mais ce que je propose, c'est qu'on fasse une émission spéciale là-dessus. Merci Patrice, c'est volontiers le 18 Moi, je dirais trois mots sur le sujet. Vous voyez, j'insiste beaucoup, toujours, sur la faiblesse des corps intermédiaires. Du coup, on crée des collectifs dans tous les sens. C'est le résultat de l'absence des corps intermédiaires. Mais il faut bien remplir les vides. Pour aller dans le sens de Mustapha, moi je lance un appel personnel à Guy Malandin, que j'aime beaucoup, pour lequel j'ai une admiration depuis très très longtemps. Je le connais depuis 25 ans que je suis installé dans la ville nouvelle. Et je lance un appel personnel à Guy Malandin pour qu'il rejoigne l'association Appel de Mustapha. Parce que je considère que cet homme a fait beaucoup pour sa ville. Très concrètement, on parle peu de lui, c'est un homme discret, mais il a été d'une efficacité extraordinaire. Peut-être les gens qui sont aussi dans l'opposition. Oui, mais Guy Malandin est le maire de Trappes. Je lui lance un appel personnel. Passe peut-être la politique là. J'ai appelé pour le coup. Oui, bien sûr, c'est la politique. L'objet hors politique, puisqu'il s'agit de faire une plateforme d'association pour des économies d'échelle et faire des propositions. Et encore une fois, c'est cette idée selon l'enfant, dans un parcours quand il trébuche, tombe dans une nasse et pour le coup qu'il soit rattrapé par la collectivité. C'est un peu le conseil d'orientation des associations qu'on pourrait imaginer, voire même des labels de sérieux qu'on pourrait apporter aux collectivités pour dire, voilà, on est sérieux. Alors, c'est une façon de parler aussi de la République, ça, de la laïcité, de la citoyenneté en tout cas. Et François, à moins que vous vouliez rajouter quelque chose là-dessus. Je crois que tout a été dit. François Hollande fêtait ses 3 ans de mandat. Et alors, on voit bien qu'il y a une politique de communication vis-à-vis des jeunes. De la même façon que Mitterrand a fait ça en 86. On dit qu'est-ce qu'a fait Mitterrand en 86 ? Il a récupéré les jeunes. Donc, on va faire pareil pour essayer de remonter la pente des sondages. Et donc, il a fêté les 3 ans de son mandat avec des jeunes. Je voudrais qu'on regarde une photo. On a une photo, voilà. Alors, parmi ces jeunes, il y avait une jeune fille, voilà, qui est tout à fait son droit, qui était voilée. Mais est-ce qu'il n'y a pas une contradiction à nous parler toute la journée de République, de laïcité et de fêter les 3 ans de son mandat avec une jeune fille voilée ? Est-ce qu'elle est voilée vraiment ? Est-ce que le fait d'avoir un foulard sur la tête, foulard, quand je dis voilée, c'est pas. Écoutez, moi je suis breton et encore aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes en Bretagne qui se mettent en foulard. Mais pas pour fêter les 3 ans. Où a été prise la photo ? Je crois à l'Élysée. Non, au Conseil économique et social, pardon. Oh, pardon ? Au quoi ? Au Conseil économique et social, me semble-t-il. Non, mais elle est sur le site de l'Élysée. Moi, je suis bien plus choqué par les résultats des politiques de François Hollande. Je ne pense pas que ça soit un fake ou enfin voilà. C'est-à-dire, ça aurait été dans le cadre d'une école ou une institution publique, on aurait dit bon, c'est contre la loi parce que nanani nanana. Mais si c'est pas contre la loi. Là, c'est pas. Il n'y a aucune raison pour une lycéenne, c'est pas. Non, elle a le droit. C'est sur le symbole. Je veux dire, on n'a jamais autant parlé au gouvernement de République, de laïcité et. Voilà, c'est aussi un symbole de faire ça avec une jeune fille qui est voilée. À la limite, le symbole, il est qu'effectivement, le président de la République tend la main à une personne quelle qu'elle soit. Je condamne pas, le symbole, je pose la question. La main tendue, et la main tendue, elle doit se tendre pour tout le monde. Enfin, elle doit se tendre. Pour le coup, non, la main doit être tendue vers les uns et vers les autres. Il y a des lois. Je pense qu'à un moment donné, il faut qu'on arrête de se focaliser sur. On est quasiment dans l'hystérie sur cette affaire. On n'est pas du tout dans le domaine de la loi, de ce qui est permis, de ce qui n'est pas permis. On est dans le domaine de l'image et de ce qu'on veut montrer. C'est-à-dire que là, le président de la République qui parle sans arrêt de laïcité, d'ouverture, de tranquillité, d'apaisement, il choisit 3 jeunes, et sur les 3 jeunes, il y a une femme, quasiment voilée.
Bon, c'est quand même un peu curieux. Je veux dire, quel est le message? Qu'est-ce qu'on veut dire? Alors, on comprend bien qu'il essaye de ramasser large et qu'il se dit, bah voilà, avec cette petite photo, je vais acheter les banlieues. Après, on rendra le vote obligatoire, ils vont tous voter pour moi. Bon, c'est une théorie, mais ça agrandit pas le bonhomme. Et franchement, c'est un argument. Enfin, je veux dire, qui doit mettre la moitié des gens hors d'eux. Ils doivent se dire, attends, pourquoi avoir choisi La dernière fois, on parlait justement de prôner une politique de l'affrontement. Ou alors une politique d'unité. Moi, je pense que c'est par là l'occasion d'aller vers une politique de l'unité. On parlait justement que le manque d'éducation, le manque de culture amenait au rejet et à la peur de l'autre. On encourageait justement au fait de tendre la main et d'être tolérant et d'être ouvert. Moi, je pense au contraire que c'est une bonne chose. Jean-Charles, sur le symbole, donc encore une fois, c'est une main tendue. Bien sûr. C'est pas du tout Deuxièmement, je reprends tes propres arguments. On est bien dans le principe de la République, de la laïcité. Tu as vu une connotation religieuse à cette photo? Ah bah oui. D'accord. Voilà. Bah oui. Il n'y en a pas? Probablement qu'il y en a une très connotée pour toi ou très puissante. Bah oui, je sais pas. Pour ma part, ce sont trois jeunes gens à qui il tend la main. Et pour le coup, même si je le vois, je ne le remarque pas. Je ne le prône pas, c'est-à-dire je ne mets pas ça en évidence. J'ai vu des mains tendues, je suis resté sur les mains tendues. Mais tu as raison, il y a probablement un prosélytisme de sa part, comme il y en a peut-être des deux autres, moi, je reprends pour prôner la laïcité. L'exemple de notre ami Jean-Luc, qui dit en Bretagne, il y a des filles qui ont une coiffe, et quand elles ont une coiffe, on dit tiens, les bretonnes. Ce que je veux dire, Jean-Charles, ce que je veux dire, c'est qu'on ne voit pas tous la même chose. Et c'est ça qui est important. Moi, j'ai vu un président qui tend la main. Mais pourquoi en être choqué? Cette femme, en l'occurrence, je sais même pas ce qu'elle dit, je serais curieux de l'entendre pour dire si éventuellement je suis d'accord avec elle. Je ne l'entends pas. Je ne sais pas ce qu'elle fait pour dire si éventuellement je ne suis pas d'accord avec elle. Je ne la vois pas faire non plus. Donc on parle d'une photo et on est sensibilisé, comme chacun a ses propres perceptions. Tu as cette perception, cette sensibilité à te ramener sur le voile. Cette jeune femme qui moi, je te promets que j'ai regardé la photo comme toi et je n'ai vu qu'une main tendue du président de la République. Moi, je constate simplement que François Hollande, quand il pense à la jeunesse, il y a forcément une femme voilée. Voilà, c'est tout. Si c'est ça la laïcité. Alors probablement que c'est peut-être le tiers, le tiers État. Pourquoi penser à une religieuse alors qu'on a le tiers-État, le clergé et la noblesse? C'était une partie de la France qui représentait le fait religieux. C'était donc un tiers contre deux tiers. Donc un tiers de la France serait voilé. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Je parle du fait religieux. Le fait religieux. Il y a des chrétiens, il y a des juifs, des orthodoxes. Je ne suis pas intimement persuadé que toutes les autres religions se sentent parfaitement représentées par cette femme voilée. Non plus. Bon, alors voilà. C'est pas ce que j'ai dit, Jean-Charles. J'ai parlé du fait religieux. Ça m'aurait choqué pareillement si c'était une fille, parce que les filles n'ont pas de kippa, mais un mec avec une kippa ou une bonne sœur cistercienne, enfin, je sais pas, ça m'aurait choqué de la même façon. C'est pas un truc anti-musulman, c'est un truc de laïcité. Si on parle sans arrêt de laïcité, on respecte l'idée de laïcité. Le pouvoir parle beaucoup de la laïcité. Voilà. Sinon, qu'ils se taisent là-dessus. Mais la laïcité n'interdit pas la religion. La laïcité, au contraire, fait que les religions peuvent s'exprimer librement dans un pays laïque. Ça ne veut pas dire qu'on les interdit. Dans la sphère privée. Dans la sphère privée, on est totalement d'accord. Et on parle bien trop de religion, je trouve, dans ce pays laïque. Voilà. Absolument. C'est là où je voulais en venir. C'est que, globalement, la laïcité, c'est vraiment un élément fondateur d'une république dans laquelle je vis et que je prône au quotidien, puisque je parle souvent de l'objet foot, qui est laïque, républicain, etc. Donc c'est pas moi qui vais rentrer, entre guillemets, dans pour le coup, laïcité, ou prôner quelque religion que ce soit, ou le fait religieux en particulier. Je trouve simplement qu'on en parle trop, qu'on se braque facilement, et que c'est cette tendance-là qui fait que de toute façon, on va se foutre sur la gueule, parce que personne lâchera. Personne ne lâchera. Moi, je demande à ce qu'on se détende tous. De toute façon, l'idée n'est pas de lâcher, parce que de toute façon, tout a été lâché déjà. Non. Donc, mais non. Est-ce qu'il n'existe plus de justice, de police? Est-ce qu'il n'y a plus de faits répréhensibles? On parle de voile, et que je sache, à mon avis, elle n'est pas hors la loi dans ce qu'elle fait. Non. On est dans le symbole. Et ben moi, dans le symbole, j'ai vu une main tendue, tu as vu le voile et l'hystérique autour. Comme quoi, sur la même photo, on peut voir deux choses totalement différentes. C'est quoi déjà une photo? C'est 1000 mots? Ah oui, ouais. Voilà. Moi, je parle de Napoléon, on se disait un dessin vaut mieux qu'un long discours. Non, je pense qu'il faut surtout dépassionner. C'est vrai, aucune religion ne lâchera. À mon avis, on va dans le mur. Tout à fait acceptable. C'est-à-dire que je pense que ça n'arrivera jamais, malheureusement, mais j'espère un jour que nos petits enfants verront avant tout dans l'autre un humain.
au-delà du fait de voir une origine, une religion ou je ne sais quoi, verront avant tout un humain, parce qu'à la base, je pense que c'est ce qui nous lie tous sur cette planète. Mais quand vous mettez un voile, vous revendiquez. Mais non, pas nécessairement. Certaines peuvent avoir des revendications, d'autres pas. Une appartenance, enfin vous revendiquez une appartenance, je dis pas des convictions, vous faites du prosélytisme, mais ça caractérise une appartenance ou pas? Quand on se balade avec un crucifix sur le torse, on revendique le fait d'être chrétien. Revendiquer. C'est tout. Donc quand on est avec un voile, on revendique le fait de porter un voile. C'est pas un hasard, c'est pas un béret basse parce qu'on a fait du tourisme. Est-ce qu'on peut dire les choses autrement? Elle se sent bien comme ça, sans revendiquer. Elle le prend pour elle, et elle ne revendique rien pour autrui. Premièrement. Ce que je reproche, c'est le choix de François Hollande. C'est tout. Ah bah d'accord, mais moi j'ai vu encore une fois une main tendue. Mais dans les signes ostentatoires dont on parle tant, moi je pars du principe que les gens se font d'abord plaisir à eux-mêmes, sans forcément revendiquer. Il n'y a pas une politisation personnelle à chaque fois que les gens le font. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas qui ne le font pas, et qu'il n'y a pas même des extrémistes qui vont au-delà des simples partis politiques, puisqu'on peut parler même de fascisme pour certains. Donc je ne suis pas naïf sur le sujet. Simplement, à chaque fois que je vois une femme voilée dans ma pharmacie, dans la rue, je n'imagine pas qu'elle est à la tête d'un mouvement, d'un parti, qu'elle a rejoint un parti, qu'elle revendique quoi que ce soit. Elle le fait parce qu'elle a des convictions personnelles et elle le porte. Bien, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, encore une fois, ça ne me gêne pas si elle veut revendiquer. Je ne suis pas obligé d'adhérer. Elle revendique, je ne suis pas d'accord avec elle, point. Elle passe son chemin. Ça a gêné un certain nombre de femmes. Sur l'égalité entre les hommes et les femmes, sur la liberté de la femme, ça a gêné un certain nombre de femmes, de féministes, notamment. Ouais. Non mais moi, j'entends deux discours. Pour le coup, j'écoute beaucoup aussi. Là, on est là pour parler. Mais pour le coup, je suis reporter terrain, moi je vous l'ai toujours dit ici autour de cette table, mais quand j'écoute la majorité, vous disent que c'est préserver une certaine féminité aussi. C'est-à-dire que si la féminité, c'est là... C'est la cacher aux autres surtout. Et la cacher à ceux pour lesquels elles n'ont pas envie de le dévoiler. Voilà les propos qu'on peut entendre. Mais moi je ne vais pas rentrer dans ce débat, parce que je suis plutôt partisan effectivement d'une féminité plus apparente. Mais alors dans ce cas-là, parlons dans ce cas-là d'esthétisme, parlons de féminisation, et ayons ce débat sur la féminisation, sur même l'esthétique, tous ces sujets-là. Mais l'idée selon laquelle il y aurait une revendication permanente, qu'on irait vers des conflits, pour le coup, du fait religieux, pour moi, c'est très dangereux. C'est très intéressant. Et pourquoi ne pas rester simplement sur elle aime, j'aime pas, et puis qu'on fasse discuter les femmes entre elles, parce qu'a priori... mais je suis aussi convaincu qu'il y a beaucoup d'hommes qui sont... de cet avis. Qui sont ravis que leur femme... Aussi. Ouais, sûrement, voilà. C'est pour ça. Donc on peut se rejoindre parce que ça existe aussi. Mais ne caricaturons pas non plus. Et c'est en ça que je dis décrispons. C'est-à-dire que la majorité des femmes vous disent je le fais, franchement, j'ai pas envie. Vous avez raison qu'on a un peu crispé sur la laïcité. C'est vous qui êtes un peu crispé parce que mais non, parce que le débat était juste de dire c'est un choix curieux du président de la République, sa vision de la jeunesse. Oui. C'est-à-dire que sur 3 personnes, il y en a une qui est voilée. Voilà. Parce que j'ai pas vu le voile et que tu l'as vu. Non, c'est pas. J'ai rebondi sur ça. La France, c'est pas une personne sur 3 voilée. Mais la France, c'est aussi des musulmans aujourd'hui, et la France, c'est aussi des jeunes filles voilées. C'est la France d'aujourd'hui. C'est aussi des bouddhistes. Pourquoi il n'y a pas de bouddhistes? Non, mais il n'a pas fait non plus un sondage représentatif de la population française. Oui, mais après, on peut trouver... Mais j'avoue qu'on peut... Le fait religieux, un tiers, très bien représenté, le fait religieux, et non pas la représentation des cultes, encore une fois. D'ailleurs, il y a un maire... Et quand vous dites la main tendue, c'est une main tendue à qui et à quoi? On peut revoir l'image parce que oui, si vous voulez, oui. Il me semble avoir vu une main tendue. Voilà, oui, non, là il tend la main, oui, ça il dit bonjour, au revoir. Mais... Et puis il est poli en même temps sur ce coup-là. Mais quand vous dites une main tendue, c'est une main tendue à quoi? Une main tendue à une autre main tendue, c'est-à-dire que c'est la fraternité, c'est le symbole juste de l'amitié, de la fraternité, on se retrouve, et encore une fois, la République est contente d'accueillir tous ces enfants. Au lieu de cette photo, il avait présenté la courbe du chômage, nous aurions parlé du chômage. Et j'aurais trouvé ça beaucoup plus intéressant parce que ça engage beaucoup plus notre société que le fait de savoir qui tend la main à qui. Donc, est-ce qu'il n'y a pas une courbe du chômage qui a été présentée à l'occasion de cet anniversaire formidable Jean-Luc, il ne vous aura pas échappé que derrière cet anniversaire des 3 ans, il y a une politique de communication et que
cette photo-là, comme d'autres, enfin, et le fait de rencontrer les jeunes, c'est aussi une façon de communiquer, c'est aussi un symbole de la communication. Mais ils ne cherchent pas à nous enfumer, non. Et quand ils communiquent, je pense qu'ils préfèrent montrer des jeunes que de montrer la courbe du chômage, non? Ah, d'accord. Donc il y a une intention. Ah, je pense qu'il y a une intention. On est d'accord. On pas du complot partout, mais je pense qu'il y a quand même d'accord. Le message, c'est celui-là. Il faut vraiment arrêter de se crisper sur des symboles. Est-ce qu'on se crispe et passer à côté d'une main? Mais vous ne pensez pas que la communication, précisément, elle est faite pour ça? Vous ne pensez pas que, précisément, aujourd'hui, de ce que vous entendez, Louise, bien sûr, on est en train d'éluder les véritables problèmes de la société, celles pour lesquelles on devrait travailler pour nos enfants et nos petits-enfants, au profit d'images immédiates qui n'ont pas d'intérêt. Peut-être aussi. Est-ce que, puisque vous parliez de symboles et de crispation, est-ce qu'on a raison, est-ce que le Parti socialiste, par exemple, a eu raison de se crisper en disant, Nicolas Sarkozy a, au fond, critiqué deux personnalités du gouvernement, qui étaient Christiane Taubira, qui est aussi Najat Vallaud-Belkacem, et le Parti socialiste a dit tiens, c'est quand même bizarre, c'est deux personnes, l'une qui est noire et l'autre qui est d'origine marocaine. C'est de la com. C'est pareil, pareil. Qui est-ce qui est dans la com, là? C'est de la com, tout le monde est dans la com. Parce que finalement, on se rend bien compte que les vrais sujets de société ne sont que sous-entendu, il y a un petit Roland de racisme là-dessous. Superficiellement abordés, que le renforcement des corps intermédiaires, on n'en s'en occupe toujours pas, et qu'on est dans le symbole permanent, c'est pas drôle. Il faut quand même avoir un avis sur le boulot du garde des Sceaux. Est-ce qu'on peut critiquer? Voilà. Sur ce que tu dis, là, pour le coup, c'est du même registre, c'est-à-dire que j'ai vu une main tendue, quelqu'un y a vu autre chose. Quand une ministre, une beurette, propose quelque chose, on voit la beurette. Quand c'est Taubira qui propose, certains y voient la femme de couleur. C'est vrai que c'est, pour le coup... Moi, je veux dire, Taubira, je ne vois pas une femme de couleur, je vois une garde des Sceaux. Est-ce qu'elle est bonne? Est-ce qu'elle n'est pas bonne? Est-ce qu'elle fait des conneries ou pas? Je me contrefous qu'elle soit black ou pas. On va se rejoindre. Arrêtons. Mais j'ai le droit de la critiquer. C'est pas parce qu'elle est noire que je ne dois pas la critiquer. C'est en ça que je voulais dire. C'est encore une fois du même ordre. C'est-à-dire que si Najat Vallaud-Belkacem déconne. Najat. Ça existe aussi, un Najat. Si c'est déconnant ce qu'elle fait, on peut effectivement lui dire. Et que, par exemple, le premier secrétaire du Parti socialiste ait évoqué cette idée selon laquelle on la critiquait parce qu'elle était beurre, c'est là où c'est choquant. C'est là où je te rejoins. De la même façon que même Taubira a eu des assauts la concernant. Il y a eu des assauts racistes aussi contre elle. Mais on parle que de ça, ça réduit complètement le débat. Il n'y a plus de débat de fond, c'est terrifiant. À un moment donné, il faut revenir au fond quand même. Mais s'en fout de la couleur ou de l'origine. J'ai une théorie, Patrice. J'ai une théorie parce que personne ne dit on s'attaque à Vallaud-Belkacem parce qu'elle est d'origine beurre ou à Taubira parce qu'elle est d'origine. On le dit pas. Non, on le dit pas. Le Cambadélis a à peu près dit ça. Pardon. Il a dit exactement ça. Oui, mais Cambadélis dit on s'attaque à elle parce que. Mais ceux qui l'attaquent ne disent pas je m'attaque à elle parce que c'est une beurre. On est bien d'accord, ils ne le disent pas. Donc probablement les problèmes de fond. Probablement qu'il y a autre chose. C'est que probablement on se dit que si on n'est pas imbibé de la République française pendant des décennies, voire des siècles, on n'est pas en capacité de proposer des choses pour cette France-là. C'est ça qui me laisse... c'est ce soupçon-là que je garde quand même. J'ai l'impression qu'il fallait être imbibé de la République et de ses aïeux pendant des siècles pour pouvoir prétendre à... C'est ça que ça laisse comme goût un peu amer. Mais en effet, elle est capable de faire une réforme, une bonne réforme ou une mauvaise. Mais ce sentiment, quand même, elle vient pas de chez nous depuis des millions d'années. Donc, est-ce qu'elle est en capacité? Il y a un petit quelque chose quand même. Mais il y a peut-être un petit quelque chose, en effet. Enfin, c'est peut-être pas innocent d'attaquer celle-là non plus. Sephora. Nicolas Sarkozy, il n'est pas connu pour une tolérance extrême. Maintenant, Christiane Taubira, elle fait pas... Il a nommé quand même... non. Moi, je me souviens d'une vidéo qui était passée sur Internet lorsqu'il y avait justement une dame alors qu'il lui expliquait au téléphone, il était à la radio, qu'elle s'était convertie à l'islam. Il ne savait pas qu'il était filmé. Il a fait une grimace, un mot de l'air de dire, elle s'est perdue. C'était très clair, c'était très visible. Maintenant, Christiane Taubira, de toute façon, elle ne fait pas l'unanimité. Donc peut-être n'approuve-t-il pas ce qu'elle propose. Quant à Najat Vallaud-Belkacem, sa réforme
réforme des collèges non plus. Pas limité non plus. Moi-même, je comprends pas du tout le bien fondé de cette réforme. Pourtant, je ne pense pas être ni raciste ni quoi que ce soit. Donc peut-être que pour le coup, Nicolas Sarkozy, il est juste franchement en désaccord avec les choix politiques de ces deux personnages. Il faut quand même rappeler que Nicolas Sarkozy a quand même engagé Jeannette Bougrab avant que Najat Vallaud-Belkacem fasse quoi que ce soit de sa vie, et Rachida Dati, et Ramayad, et le préfet d'origine algérienne. Donc, franchement, en tout cas, c'est pas un argument. On peut difficilement attaquer Sarkozy là-dessus. Il n'est pas pour autant très ouvert. Et qu'il ait l'air horripilé à la radio. Communication. Récemment, d'ailleurs, sur les réseaux sociaux, il était à côté de Ramayad, et puis en dessous, il y avait marqué « il me fallait une noire ». Voilà, tu vois, comme quoi... bien sûr, et alors c'est pareil autour de cette table, il faut bien qu'on nous représente aussi, nous les Beurs. On m'a choisi pour ça. Il faut le dire, les téléspectateurs doivent le savoir. J'ai été choisi que pour ça. Et c'est vrai parce qu'elle est une fille, il faut le savoir. Les minorités sont là. Mais alors on se demande pourquoi Jean-Luc, pourquoi Jean-Charles et moi, mais... La majorité est là. Mais c'est vrai que c'est pas un argument ni de Cambadélis de dire une monstruosité. Cela dit, ni de la droite qui de temps en temps flirte un peu quand même. Mais c'est pas des arguments. Vous dites des choses en plaisantant, mais malheureusement c'est une réalité. Je veux dire, tu confirmes hein? Non, mais il y a beaucoup. Moi je m'en vais. Mais il y a beaucoup. Non, mais c'est fort à parler de Ramayad tout à l'heure. C'est vrai que parfois on met des gens à des postes parce qu'ils représentent quelque chose de visible, enfin une minorité visible. Ça arrive aussi. Alors, ouais, pour le coup, est-ce que c'est du racisme à l'envers? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est peut-être plutôt bien? C'est fou. Parce que partout, quand Manuel Valls s'était fait enregistrer à son insu sur le marché, dans il faut me rajouter des blancos parce que là c'est un peu trop. On est d'accord là-dessus. Par contre, c'est un vrai sujet, ça, Patrice. C'est un vrai sujet. Sur la représentativité, parce que finalement, 6 mois, allez, c'est probablement une plaisanterie, je tiens à le dire aussi aux téléspectateurs. Mais si certains peuvent se reconnaître en moi dans certains propos, mais j'espère bien que tout le monde ne se reconnaît pas en moi que pour ça. Et quand je parle de la République, je m'adresse aussi bien, malheureusement, c'est une émission qui n'est pas diffusée sur le territoire national, mais par Internet, on est lu et regardé dans le monde entier. J'espère bien que je suis reconnu en Corrèze, je suis reconnu en Corse, et probablement au-delà. Mais voilà, je ne suis pas simple. Par contre, je pense qu'on n'a pas suffisamment réfléchi, on n'est pas allé assez au fond lorsqu'on a pris les décisions à propos de la discrimination positive, de la parité homme-femme, etc. Sarkozy était pour, hein? Oui, absolument, mais ce sont des débats extrêmement profonds qui nous ont amenés à prendre des décisions parfois contre nature sur un grand nombre de choses. Et nous n'avons pas suffisamment eu de recul et de réflexion sur ces sujets-là. La discrimination positive qui a été inscrite aux États-Unis depuis une bonne trentaine d'années n'a pas eu de très bons résultats. Et on voit à quoi aboutit en France la parité homme-femme. Malheureusement, on se rend bien compte que c'est pourri de faux semblants et que ça n'a pas amélioré la situation. Bien au contraire, ça l'a tendu. J'ai une vraie interrogation pour le coup sur la notion de République et à la française en particulier. Je me demande à quel point la France a les moyens de valoriser ses vertus. C'est-à-dire que la République qui prône l'égalité pour le coup, et qui donne la chance à tous, il faut des moyens pour ça. Le communautarisme a un peu relégué, on parle des États-Unis par exemple, a un peu relégué le financement de certaines choses aux communautés. Et qui marche pour le coup pas si mal. Simplement, je ne le préconise pas pour la France, parce que ça serait pire. C'est pas notre tradition. Ça serait pire, et ça serait pire à mon avis. Les États-Unis sont en train d'en revenir. C'est pour ça que je dis que ça serait pire. Mais probablement qu'il y a aussi un vrai sujet, c'est qu'il faut avoir les moyens également de ses propres vertus, et de dire que si on veut offrir à tout le monde la même chose, ça demande des moyens. Et on le voit, les moyens de l'éducation nationale, on le voit dans la police, on le voit dans l'armée, on le voit dans les corps d'État. Et pour le coup, le communautarisme souvent joue ce rôle que ne joue pas l'État. Donc le communautarisme, en fait, il n'est pas là pour s'imposer. Souvent, il est là parce que c'est vacant. Mal du communautarisme, il peut avoir aussi un rôle utile. Enfin, c'est un vrai débat. Il peut l'avoir, surtout si c'est vacant. Il nous reste à peine 2 minutes, donc on ne va pas aborder un autre sujet parce qu'on n'aura pas le temps. Est-ce qu'il y a peut-être dans l'actualité quelque chose qui vous a frappé, dont vous vouliez parler? Fidel Castro et François Hollande, c'est merveilleux quand même.
Il paraît que c'est un moment historique de serrer la main de ce vieux débris qui est le dernier dictateur. Vous parliez de foot, il a une veste Adidas. On l'appelle papy survêt. Non, mais le dernier dictateur vivant, enfin, je veux dire, qui a des si vous allez à Cuba, vous avez quand même envie de le voir, non? Non, mais... Non, moi, je suis allé à Cuba. Non, vous n'allez pas. Je suis allé à Cuba, j'ai pas cherché à le voir. Je ne reproche pas du tout à François Hollande, en tant que président de la République, d'être allé là-bas. Économiquement, c'est sûrement un bon plan. Et effectivement, une fois qu'on est là-bas, d'aller voir Fidel Castro. Il n'est pas forcé d'en parler avec des larmes dans les yeux, en s'auto... Surtout qu'il avait eu des paroles assez dures sur Fidel Castro. Voilà, alors que là, il était là à faire lui-même sa publicité en disant nous vivons un moment historique, je serre la main. C'était ridicule. En un mot rapidement. En un mot, je vois pas la même chose. Je vois le futur quand on parle du passé. Il y a une main tendue. Il y a une main tendue à l'avenir et à sa jeunesse. Au passé, là, qui veut effectivement tourner la page. Il est allé pour tourner cette page d'histoire et participer à ce mouvement qui est celui effectivement du passé. Choqué ou pas choqué? Ni choqué, ni pas choqué. Ça n'émeut pas grand-chose en moi. Moi, je trouve que quand on reproche à Sarkozy de serrer la main de Kadhafi, il ne faut pas s'étonner que François... Voilà, c'est pareil. Il y en a un qui a tourné une page d'histoire et il y en a un qui lui a tourné... Merci. Merci en tout cas à tous les quatre. Voilà, l'émission est terminée. La semaine prochaine, on parlera avec le représentant d'un nouveau parti politique qui essaye d'émerger. Justement, ça vous intéressera, j'espère. À la semaine prochaine. Au revoir.